Bonjour, mesdames, messieurs. Nous allons ce jour aborder les questions de rédaction juridique, autrement appelée la légistique. Dans le cadre de ce séminaire, il s'agit d'abord de voir quelles sont les approches théoriques de la légistique, puis de montrer l'importance de la codification comme démarche de rédaction juridique, démarche légistique, répondre à quelques questions préalables, présenter les principes de codification, et puis nous verrons dans les 3 derniers points les questions pratiques, opérationnelles, de vocabulaire juridique, de locution juridique et de modification de textes juridiques. Ce séminaire vient compléter les séminaires que vous avez déjà eus dans les enseignements de méthodologie. Vous avez eu les séminaires sur la rédaction, la résolution des cas pratiques, la dissertation juridique, le commentaire d'arrêt et tous les autres exercices juridiques que l'on peut faire dans le cadre de cette formation. Puis, il y a une question d'autres séminaires où vous aurez des pratiques pour la rédaction d'un certain nombre d'actes, de notes diplomatiques, etc. Donc, ce séminaire, lui, il s'inscrit dans le champ de la légistique, c'est-à-dire comment rédiger les textes juridiques. Quelle est la méthodologie de la rédaction des textes juridiques, ce qu'on appelle ici la légistique. L'envergure quantitative de la problématique de la rédaction juridique n'est pas moins remarquable que la complexité de l'environnement dans lequel se pose la question de la rédaction juridique. Cette question soulève beaucoup d'enjeux. L'enjeu de la rédaction juridique est fondamental dans toute société. Parce qu'il s'agit de s'interroger sur les fondements même de l'encadrement de la société par des normes juridiques et du savoir relatif à ces normes. En effet, la rédaction des textes juridiques exprime le rapport fondamental entre le droit et le fait. Autrement dit, la manière dont le droit saisit la réalité. Par ailleurs, elle met directement en cause l'intelligibilité du droit, autrement dit, la possibilité de rendre raison de la manière dont le droit informe la réalité. On voit bien que nous sommes au cœur de la compréhension du droit. Parce que de la bonne rédaction du droit dépend dans une large mesure sa compréhension et son accessibilité. La rédaction des textes juridiques est donc étroitement liée à la conception de la norme juridique elle-même, dans toute la diversité de ses formes, tout comme elle est indispensable au raisonnement juridique. Les normes juridiques constitue un puissant élément d'intégration dans une société. Cette capacité intégratrice des normes juridiques ne lui vient pas seulement de l'ancrage social qui la compose, elle est également liée à l'utilisation de la langue par le droit. Une relation d'échange s'instaure ainsi entre la langue et le droit. D'une part, et bien évidemment, la langue écrite nourrit le droit, lui fournit le support linguistique sans lequel le droit ne peut subsister que sous la forme limitée de la tradition orale. D'autre part, dans la mesure où la langue des textes juridiques constitue une norme de référence pour la langue générale, la problématique de la rédaction des textes juridiques comporte donc des enjeux significatifs sur le plan culturel. En effet, la langue du droit ne concerne pas que la communication entre travailleurs et usagers du droit, ou entre travailleurs du droit
entre eux. La langue du droit n'est pas réservée aux experts du droit. Elle concerne également la communication entre citoyens et entre citoyens et dirigeants dans le cadre d'une société démocratique. Dans son discours préliminaire au Code civil français, Portalis notait qu'il faut être sobre de nouveautés en matière de législation. Parce que s'il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir. Ainsi, puisque ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots, pour le dire, arrivent aisément, le codificateur doit éviter deux écueils. Celui de s'abstraire des réalités sociales et politiques en privilégiant la perspective intellectuelle de son œuvre et celui de scléroser le droit. C'est pourquoi les buts visés par la codification, à savoir régler une matière tout en assurant sécurité et accessibilité du droit, contraignent évidemment leurs auteurs à rédiger des textes plus réfléchis et de grande qualité. Écrire le droit est donc par excellence une démarche légistique. La légistique se présente comme l'ensemble des règles, principes et méthodes qui doivent être observés dans la rédaction des textes juridiques, notamment les textes normatifs, les lois, la Constitution, les lois, les ordonnances, les décrets, les arrêtés, etc. Il est donc important d'apprendre à écrire le droit, à rédiger les textes normatifs. C'est à la fois une science et un art. Ces plus illustres artisans, tels que Montesquieu ou Portalis, demeurent la référence obligée pour les législateurs d'un bon nombre d'États. En réalité, la légistique ou rédaction juridique est, pour reprendre les mots du professeur Jacques Chevalier, une science appliquée dont l'objet n'est rien d'autre que l'art de faire un droit de qualité. En ce sens, la légistique ne serait pas un éprouvant exercice grammatical, mais plutôt la méthode du bon rédacteur juridique, celui qui est soucieux des effets concrets du droit et sait les apprécier. La légistique est donc une démarche méthodique susceptible de rationaliser la production normative. Elle est en même temps une science appliquée qui cherche à déterminer les meilleures modalités d'élaboration, de rédaction, des dictions et d'application des normes juridiques. Elle est une technique d'optimisation des interventions publiques dans les champs normatifs. Elle est un art de rédiger tout texte normatif de manière claire, concise, compréhensible et adaptée. On peut donc dire, avec Charles Albert Morand, que la légistique doit permettre de tracer des limites à l'enthousiasme normatif, de le canaliser par des contraintes méthodiques, de mesurer la densité normative que chaque loi doit contenir, bref, d'élever des remparts contre le délire normatif. La légistique ne doit pas, pour autant, tenir la loi pour un chef-d'œuvre en péril, dont elle s'efforcerait de restaurer les ruines, et doit la prendre pour ce qu'elle est devenue en ces temps de postmodernité juridique. Elle obéit, pour cela, désormais à la règle de l'efficacité. Elle doit être managériale, expérimentale, elle doit donc être évaluée, renouvelée et corrigée. Mais ce qui confère sa spécificité à la légistique, c'est qu'elle débouche sur des textes qui ont un contenu propre
à la communication juridique dans l'efficacité et la transparence. Voilà ce que nous recherchons. En termes de repères historiques, j'ai dit tout à l'heure que Montesquieu et Portalis sont des références obligées. Et ces auteurs continuent à influencer les techniques de codification et de rédaction juridique. On peut également noter l'œuvre de Jérémy Bentham qui a su développer une théorie cohérente de la législation sur le modèle du code intégral, ce qu'il appelait le panomium. Gaetano Filangieri, un napolitain, a développé ce qu'il appelait la science de la législation en 1784 et il a été l'un des premiers à théoriser ce qu'on appelle l'évaluation législative comme démarche centrale pour la rationalisation du processus législatif. Il imagine un quatrième pouvoir, le censeur des lois, ce que nous appelons aujourd'hui la Cour ou le Conseil constitutionnel, qui doit remédier à la multiplicité des lois et veiller à leur adaptation aux circonstances nouvelles. Les grandes codifications du XIXe siècle, par exemple, ont été l'occasion de tester les théories légistiques. Les préceptes légistiques formels d'Eugène Hubert, le père du Code civil suisse de 1907, que Eugène Hubert a élaboré, sont toujours appliqués aujourd'hui. Au début du XXe siècle en Allemagne, Ernest Zitelmann évoque les différentes étapes d'une démarche méthodique que doit parcourir le législateur. Une démarche que Peter Noll, un pénaliste suisse, a contribué à populariser dans son célèbre traité de légistique paru en 1973, dans lequel il plaide pour une approche méthodique et pluridisciplinaire de la législation. Deux évolutions vont toutefois contribuer à affaiblir ces tentatives d'élaboration d'une véritable science de la législation. Tout d'abord, la conception libérale de l'État, qui impose de restreindre l'activité publique dans plusieurs sphères de la vie économique et sociale. Par ailleurs, l'amour immodéré des lois, manifesté par le siècle des Lumières, débouche à leur sacralisation. Pour garantir l'objectivité du droit, lui assurer le statut de science, le positivisme juridique postule alors la dissociation du droit d'avec les valeurs et se concentre sur les méthodes concourant à une application correcte des lois au détriment de celles qui devraient présider à leur élaboration. Avec l'essor des politiques publiques au XXe siècle et au début de ce XXIe siècle, la bonne loi n'est plus forcément celle qui est bien écrite, celle qui est bien rédigée, mais celle qui produit des effets sur la réalité sociale, environnementale et économique. Cette conception instrumentale a conféré une importance grandissante à la légistique matérielle. On distingue ainsi la légistique formelle de la légistique matérielle. La légistique formelle analyse le système de communication et fournit des principes destinés à améliorer la compréhension des textes normatifs. Il s'agit donc des formules grammaticales destinées à une rédaction correcte des textes normatifs. Elle améliore la lisibilité et la compréhension des textes juridiques. Quant à la légistique matérielle, elle porte sur le contenu de la matière à réglementer et la manière de concevoir l'action, c'est-à-dire une connaissance précise du terrain d'intervention, un diagnostic explicite de la situation qui met en évidence non seulement le but poursuivi par le texte, mais encore les objectifs qui le concrétisent, l'élaboration d'une stratégie efficace, son évolution aussi bien prospective que rétrospective, et le cas échéant, les corrections qui s'imposent. On voit donc que nous avons là une matière qui a sa méthodologie propre. Le processus de production normative va donc suivre un modèle théorique découpé en processus de production normative en plusieurs étapes, présentées de manière chronologique
et qui propose pour chacune d'elles des techniques propres à en optimiser le déroulement et le problème. On va donc, pour préparer une norme, et plus spécifiquement en matière de droits de l'homme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est l'application de la légitique de la rédaction juridique aux droits de l'homme qui nous intéresse dans le cadre de ce séminaire. Pourquoi cette application de la légitique aux droits de l'homme? Parce que nous assistons aujourd'hui non seulement à une excroissance des normes des droits de l'homme qui deviennent prolifiques d'une part et complexes d'autre part, entraînant ainsi de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre des droits de l'homme. C'est pour toutes ces raisons qu'il est important, d'une part, de maîtriser la densité normative évolutive des droits de l'homme, mais surtout de bien écrire les textes juridiques pour rendre plus efficaces et plus efficients les mesures d'application des droits de l'homme. Donc, l'intérêt porté à la rédaction juridique ici, à la légitique, va au-delà de la simple technique de rédaction juridique. Il s'agit de comprendre que les droits de l'homme ne seront respectés, ne seront mieux appliqués que si les textes qui les consacrent, les textes d'application qui accompagnent les conventions internationales et les lois sont bien écrits et clairs, ne souffrant pas de multiples interprétations confuses. C'est donc pour toutes ces raisons que le processus de production d'une norme des droits de l'homme devrait donc commencer par la définition du problème. Quel est le problème sur lequel devra porter la norme? Quels sont les objectifs? Quel est le but recherché par la norme? Et quels sont les objectifs? Donc on part de la définition du problème, puis on détermine le but et les objectifs envisagés. Puis, dans un troisième temps, on va donc rechercher on va faire le choix du meilleur instrument d'action. Faut-il une convention internationale? Est-elle nécessaire? Ne faut-il pas simplement écrire un protocole qui compléterait une convention existante? Faut-il aménager la Constitution? Est-ce nécessaire? Ne faut-il pas simplement prendre une nouvelle loi? Mais là encore, la loi est-elle nécessaire? Est-ce que la matière n'est pas suffisamment encadrée juridiquement? Ne faut-il pas simplement écrire un texte réglementaire en application d'un texte législatif existant? Autant de questions qui doivent être posées pour que le rédacteur juridique puisse faire le bon choix de l'instrument d'action sur la base duquel on voudrait que le droit en question soit appliqué. Nous arrivons donc à notre deuxième chapitre qui porte précisément sur la codification comme démarche législative. Le législateur est redevable envers l'ensemble des citoyens qu'il représente. Il est redevable de la qualité de la législation qu'il vote, qu'il produit. En ce sens, le rédacteur d'un texte de loi doit avoir en permanence à l'esprit que le destinataire du texte relatif aux droits de l'homme n'est pas forcément un spécialiste du droit ou des droits de l'homme, mais c'est d'abord le citoyen lambda qui est intéressé par la protection de ses droits. Pendant longtemps, et aujourd'hui encore d'ailleurs, on s'est demandé si la conception et la rédaction de bonnes lois relevaient de l'art ou de la science. François Génie optait pour le second terme, en écrivant en 1904, je cite, « Il s'agit avant tout de savoir s'il est bien nécessaire, voire même utile, que le législateur prenne conscience d'une méthode dont il soit résolu à suivre fidèlement les directions, ou s'il ne serait pas mieux qu'il s'en remit tout simplement aux vagues suggestions de l'instinct
ou aux directions indéterminées de la tradition pour lui inspirer les procédés les plus adéquats à son but. L'évolution générale de la technique juridique. Cette évolution impose de se préoccuper de la rédaction juridique, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Premièrement, le développement fulgurant des technologies numériques aujourd'hui a sensiblement transformé le travail juridique relatif aux droits de l'homme. En un quart de siècle, en le rendant plus exigeant, mais aussi plus complexe. Du coup, il y a un défi de la qualité rédactionnelle des textes relatifs aux droits de l'homme. Deuxièmement, la mondialisation entraîne un climat de concurrence entre États sur le terrain de la qualité des normes, qui est susceptible de conférer à un État un avantage comparatif. Troisièmement, le niveau de formation des juristes, par l'habitude à maîtriser non seulement l'ordre juridique national, mais aussi les ordres juridiques supra- et internationaux, favorise l'attractivité du pays. Quatrièmement, le vieillissement des professionnels du droit et le manque d'expertise des diplômés actuels représentent un danger de disparition d'un certain savoir-faire en termes de rédaction juridique. En effet, le bon juriste se définit d'abord comme un artisan de l'écriture expérimenté qui transmet des traditions et des usages juridiques. C'est pourquoi il revient au législateur de veiller à assurer le maximum d'intelligibilité et l'accessibilité à cette production normative. En ce sens, la légistique concourt à la protection des droits de l'homme, tant par le principe de l'égalité devant la loi que par celui de la garantie des droits. L'égalité devant la loi, parce que la loi est bien écrite, nul n'est censé l'ignorer, mais encore il faut la comprendre. Ensuite, la garantie des droits, parce que le droit est bien écrit, que la garantie est plus claire et facilement accessible. L'accès au droit passe également par l'intelligibilité de ce droit. En effet, la complexité de la loi est susceptible d'entraîner une rupture d'égalité entre ceux qui auront ou non les moyens de la comprendre. En outre, comment s'assurer du respect des droits fondamentaux par la puissance publique si les citoyens ne comprennent pas l'ordre juridique que celle-ci impose? Voyez-vous, la rédaction juridique a donc une dimension essentielle dans la protection des droits de l'homme. L'égalité devant la loi, puis la garantie des droits. Mais la rédaction juridique, la légistique, contribue également à la vitalité démocratique dans un pays. Aucune collectivité humaine organisée ne peut être indifférente à la qualité rédactionnelle des normes qui la régissent, pour au moins 5 raisons. Premièrement, la qualité de la rédaction juridique conditionne l'intelligibilité du droit et indirectement sa légitimité. Deuxièmement, la qualité de la rédaction juridique est de nature à réduire l'incidence des différends et le volume du contentieux. Troisièmement, la qualité de la rédaction juridique contribue à la sécurité juridique et à l'attractivité économique, et donc au développement. Quatrièmement, la qualité de la rédaction juridique facilite la mise en conformité des comportements par les assujettis eux-mêmes, puisqu'ils comprennent le droit. Et enfin, cinquièmement, la qualité de la rédaction juridique contribue à l'efficacité du travail juridique et de la communication juridique. Il est donc important de bien écrire le droit, parce que face à un accroissement de flux de textes, élaborés souvent dans l'urgence, et au regard de la complexité accrue de leur contenu, la loi perd de son autorité, et donc de son effectivité et de son efficacité, mettant en péril la sécurité juridique, l'état de droit, les libertés publiques et la démocratie. La maîtrise des techniques de rédaction des textes juridiques et le respect des principes juridiques qui les inspirent sont en effet les conditions nécessaires de tout effort d'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et de l'intelligibilité de la règle de droit.
Il en va de l'accessibilité du droit et de la sécurité juridique nécessaire à la garantie des droits de l'homme. Et l'on sait que derrière ces principes, on trouve des enjeux plus immédiatement évocateurs, comme la vitalité démocratique et l'attractivité économique. Troisième point, la question de l'attractivité économique. Une légistique limitée au texte de la loi, la légistique formelle, n'a aucun impact tangible dès lors que la norme s'inscrit dans une logique de l'action publique. Elle va revêtir un caractère instrumental, devenant un moyen pour la poursuite des buts et objectifs visés. C'est dans ce sens que la légistique concourt par la production normative de qualité à assurer l'attractivité économique du pays. Comme le souligne Jean-François Aubert, il ne sert à rien de travailler soigneusement à faire une mauvaise loi, à rien non plus de faire une bonne loi qui est mal appliquée. Il est imprudent de ne pas se soucier des effets pervers qu'une mesure bonne dans son principe peut produire et qu'on n'avait pas prévu. Imprudent aussi de négliger les ressources qu'elle a coûtées et qui ne pourront pas être employées à autre chose. Le travail juridique, la rédaction juridique, qu'il consiste à créer des normes, à les interpréter, à les appliquer ou à les systématiser, a des impacts sur la vie économique. Ce constat banal suffit déjà à faire ressortir l'importance de la rédaction juridique dans la formation d'une culture juridique en adéquation avec la culture économique. Dans le même temps, la rédaction des textes juridiques subit le choc des technologies numériques, bien au-delà des évolutions propres aux technologies. Le développement de la numérisation du droit introduit des phénomènes de fluidité et d'instantanéité foncièrement étrangers au mode de pensée et d'expression juridique classique. Ainsi, la légistique ou l'art de mieux écrire le droit est aujourd'hui au cœur du développement économique. Nombreux sont aujourd'hui les experts enclins à dénoncer la complexité croissante d'un droit nuisible aux investissements. Par exemple, l'Union européenne a inscrit désormais son activité législative dans le cadre d'un programme visant à mieux légiférer. Parallèlement, la Banque mondiale, notamment dans le rapport Doing Business, recommande aux pays en développement de mieux légiférer afin d'améliorer et de renforcer leur attractivité économique. Ainsi, nous passons au chapitre numéro 3, les questions préalables avant de procéder à la rédaction juridique. Ces quelques questions sont importantes pour mieux comprendre les enjeux, mais également les contenus de la rédaction juridique. L'édiction d'une norme unilatérale, loi, décret, arrêté, est soumise au respect des règles juridiques de fond et de procédure ainsi qu'à des principes de bonne rédaction. Mais elle doit avant tout avoir un objet à résoudre, un problème clairement identifié, en vue d'atteindre un résultat précisément défini pour lequel les solutions non normatives apparaissent manifestement inappropriées. Une connaissance précise de l'état du droit en la matière constitue évidemment un élément indispensable de l'identification du problème comme du choix de la solution. Toutefois, au-delà de la connaissance et de l'analyse du droit existant, une réflexion doit être menée sur l'utilité de la réglementation. Ainsi, toute idée d'action publique dont la mise en œuvre peut conduire à l'édiction d'une norme doit faire l'objet d'une étude, même sommaire, destinée à présenter les problèmes à résoudre, la solution recherchée, les avantages et les inconvénients respectifs des différentes options qui sont envisageables pour la mettre en œuvre. Avant de rédiger un projet de texte, il convient d'examiner préalablement les questions suivantes. Quel que soit son niveau d'étude, le juriste
notamment le spécialiste des droits de l'homme, doit se poser la première question suivante. Comment concevoir une norme juridique? Comment concevoir une norme juridique? Première question. Quel que soit son niveau dans la hiérarchie des normes, un texte juridique doit distinguer l'intention de l'action, le possible du souhaitable, l'accessoire de l'essentiel, le licite de l'illicite. Autrement dit, avoir un contenu normatif clairement énoncé en réponse aux questions posées. Il se doit d'éviter les déclarations ou proclamations qui n'ont aucune portée juridique et trouvent une place plus adéquate dans l'exposé des motifs. Le rapport de présentation et le débat public ainsi que les formulations ambiguës ou imprécises qui nourrissent l'incertitude juridique. Le législateur a, en outre, l'obligation d'exercer pleinement sa compétence et de respecter les objectifs d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui lui impose l'adoption alors de dispositions suffisamment précises et de formules non équivoques, afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contraire aux conventions internationales ou contre certains risques d'arbitraire. Il ne doit pas non plus reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la loi, par la Constitution, qu'à la loi. Il est rare qu'un texte normatif se suffise à lui-même pour que les règles qu'il contient reçoivent pleinement application. Il est également fréquent que des moyens humains et matériels doivent être dégagés pour donner entière application au texte. Enfin, les dispositions d'évaluation peuvent être mises en place pour s'assurer que l'objectif poursuivi par l'édiction de la norme a été atteint. L'absence de cette réflexion préalable d'ensemble conduit à des impasses ou présente des inconvénients qui nuisent gravement à l'efficacité de la norme. Au total, chaque projet de norme nouvelle doit ainsi être soumis à un examen de nécessité et de proportionnalité, aussi circonstancié que possible, au regard de ses effets prévisibles et des exigences de stabilité des situations juridiques. Son élaboration doit en outre être l'occasion d'un réexamen du bien fondé des règles qu'il est prévu de modifier et de la cohérence d'ensemble de la réglementation correspondante. Il est donc nécessaire de toujours s'interroger sur la place des règles nouvelles dans l'ordonnancement juridique. Deuxième question, la réforme juridique envisagée répond-elle à une obligation juridique ou à un choix d'opportunité? La réforme juridique envisagée répond-elle à une obligation juridique ou à un choix d'opportunité? Le droit n'a pas vocation à constituer un cadre intangible. Au contraire, il appartient aux législateurs et au pouvoir réglementaire d'assurer l'adaptation permanente des textes à l'évolution des circonstances de droit, à l'évolution de la société. Une première étape de l'analyse consiste donc à déterminer les dispositions devenues contraires ou difficilement conciliables avec les textes qu'il s'agit de modifier. Il convient d'établir la liste des dispositions nouvelles que cette dernière implique nécessairement. Donc, et c'est la troisième question, quel est alors le niveau de norme adéquat? Quel est le niveau de norme adéquat? Si la voie législative semble devoir être privilégiée, il importe d'en déterminer précisément les raisons au regard du partage du domaine respectif de la loi et du règlement opéré par la Constitution. Concernant les textes réglementaires d'application, une attention particulière doit être apportée dans la rédaction des projets de loi, au renvoi parfois trop systématique à des décrets d'application
dont la nécessité ou le contenu resterait incertain. Il faut rappeler aujourd'hui que de nombreux textes de loi qui garantissent les droits de l'homme sont inapplicables dans certaines situations. Parce que les textes réglementaires auxquels elles renvoient ces lois n'ont jamais été publiés, n'ont jamais été écrits. Et du coup, on peut exciper une loi disant « nous avons adopté telle loi contre la torture ». Nous avons adopté telle loi pour l'indépendance de la justice. Mais lorsque vous prenez la loi, vous constatez que son application effective et efficace est subordonnée à l'édiction des textes réglementaires ou à la mise en place de telle ou telle institution censée mettre en application la dite loi. Or, le texte réglementaire en question n'a jamais été pris. Du coup, la loi devient une enseigne décorative, propre à assurer la publicité politique. Mais dans la réalité, les droits garantis par la loi ne sont pas effectifs. C'est pour cette raison, il faut rappeler que le gouvernement peut toujours, sans renvoi, prendre un décret simple pour mettre en œuvre une disposition législative nouvelle. Un renvoi explicite se justifie essentiellement lorsqu'il s'agit de retenir un autre niveau réglementaire. Ceci lorsqu'un élément précis, ce qu'on appelle le seuil, la procédure détaillée, le détail des conditions requises relève du domaine réglementaire ou qu'il s'agit de reporter l'entrée en vigueur d'un dispositif à la publication d'un ensemble de mesures d'exécution. Quatrième question, en quoi l'état actuel du droit est-il inadapté? Parce qu'il ne suffit pas de dire que le droit est inadapté. Encore, il faut dire en quoi il est inadapté. En quoi pensez-vous que les droits qui sont aujourd'hui, les textes qui garantissent tel ou tel droit aujourd'hui, sont inadaptés? Et qu'il faut donc nécessairement une réforme. Toute réforme d'une certaine ampleur doit être précédée d'un diagnostic de la situation de fait et de droit. Une fois les problèmes à résoudre identifiés, on s'attachera à déterminer en quoi ils trouvent leur source dans une inadaptation des règles en vigueur, inadéquation des critères, difficulté d'application liée à des ambiguïtés de rédaction, lourdeur d'une procédure, complexité excessive de règles, etc. Parallèlement, il s'agit d'apprécier les nombreux autres facteurs explicatifs des problèmes recensés. À défaut de cette analyse, il est à craindre en effet que les dispositions nouvelles ne se heurtent aux mêmes difficultés et que l'effet escompté ne soit pas atteint en définitive. Et, question 5, quel degré de précision faut-il retenir? La conception de la norme nouvelle doit obéir à un principe de proportionnalité, qui peut être énoncé de la manière suivante. Ne doivent revêtir un caractère contraignant que les règles strictement indispensables pour atteindre les objectifs recherchés ou pour offrir aux administrés ou aux justiciables des garanties effectives. Un équilibre doit ainsi être trouvé entre, d'une part, le souci de précision et d'application uniforme de la norme, et d'autre part, la préservation d'une marge d'interprétation suffisante pour permettre une mise en œuvre circonstanciée en fonction des différents cas de figure et une stabilité suffisante à moyen terme dans un contexte évolutif. Or, pour s'adapter à certains cas particuliers ou à certaines évolutions difficiles à anticiper dès l'origine, il est souvent envisagé d'introduire des exceptions dans des cas bien déterminés ou d'entrer dans une typologie qui se voudrait exhaustive. Au stade de l'analyse préalable, au moins, il conviendra alors d'envisager une approche alternative consistant à simplifier le dispositif, à donner aux règles applicables un caractère plus générique ou à recourir pour partie à un autre mode de régulation normatif. Sixième question,
comment s'assurer de l'effectivité du nouveau dispositif? Comment faire que le nouveau dispositif juridique que vous mettez en place puisse être effectif? Une option juridique ne saurait être retenue sans prendre en considération les conditions de son effectivité. Il faut se poser des questions. La règle relative au droit de l'homme que vous voulez adopter, vous devez vous interroger pour savoir quels services seront appelés à assurer la gestion ou le suivi du dispositif et de quels moyens dispose-t-il à cet effet. Lorsque vous créez des institutions dans un texte relatif au droit de l'homme, posez-vous déjà la question où ces institutions trouveront-elles les moyens de fonctionner? Et quel niveau de moyens? Ces institutions auront-elles les compétences requises? Sinon, comment les former? Ça ne sert à rien de créer des institutions qui seront des coquilles vides. Ensuite, posez-vous une autre question. Quelles sont les conséquences économiques, financières et sociales du nouveau dispositif que vous créez? Posez-vous une troisième question. Quels contrôles devront être mis en œuvre pour s'assurer de l'effectivité de la nouvelle règle? Quatrièmement, le régime des sanctions que vous préconisez est-il adapté? Non seulement adapté à l'environnement juridique, mais aussi à la culture locale. Point n'est besoin de prévoir des sanctions qui ne seront jamais appliquées, parce que totalement inadaptées à la réalité juridique et sociale. Et enfin, cinquième question, quelles difficultés le juge pourrait-il rencontrer pour interpréter les nouvelles dispositions ou les combiner avec d'autres règles ou principes? Voilà autant de questions qui ne sont pas parfois soulevées, mais qui bien souvent sont importantes à se poser, parce que de la réponse à ces questions dépendra l'effectivité de la nouvelle règle. Septième question, pourquoi est-il nécessaire de réaliser une étude d'impact de tout nouveau dispositif? On parle d'études d'impact environnementaux. Pourquoi? Parce qu'on veut, dans le domaine environnemental, savoir les conséquences que pourrait générer une nouvelle implantation dans l'environnement. Et une fois qu'on aura identifié ces conséquences, on va prendre un plan de gestion environnementale et sociale pour pouvoir anticiper ces conséquences, les atténuer, voire les éviter. Et en matière juridique, c'est la même chose. Lorsque vous voulez mettre en place un nouveau dispositif, normatif ou institutionnel, il vous faut faire une étude d'impact juridique. Cette étude d'impact s'attache à fournir une évaluation préalable de la réforme envisagée, aussi complète, objective et factuelle que possible. Elle ne saurait se comprendre ni comme un exercice formel de justification a posteriori d'une solution prédéterminée, ni comme une appréciation technocratique de l'opportunité d'une réforme qui viendrait se substituer à la décision politique. Il s'agit au contraire d'une méthode destinée à éclairer les choix possibles en apportant au gouvernement et au Parlement les éléments possibles, en apportant au gouvernement et au Parlement les éléments d'appréciation pertinents. Nature des difficultés à résoudre, avantages et inconvénients des options possibles en fonction de l'objectif poursuivi, évaluation détaillée des conséquences qui peuvent être raisonnablement attendues de la réforme pour chacune des catégories de personnes concernées comme pour les administrations elles-mêmes. Cette approche permet d'apporter une démonstration rigoureuse de la nécessité d'un nouveau texte et de la proportionnalité de la réponse juridique envisagée, en vue d'assurer un bon équilibre entre les objectifs d'intérêt général qui inspirent la réforme et la prise en compte des différents intérêts particuliers en présence. Pour jouer pleinement son rôle de prévention de l'inflation normative, nous déplorons la prolifération des normes relatives aux droits de l'homme, qui crée une instabilité du droit. L'élaboration de l'étude d'impact doit être engagée dès les premiers stades de la préparation de la réforme, puis enrichie par itération tout au long du processus de conception du projet de texte. Dans de nombreux cas, la solution la mieux adaptée reposerait sur une combinaison
de quelques dispositions, mais aussi sur d'autres modes d'intervention. Instruments contractuels, documents d'orientation, charte de bonnes pratiques, référentiels, instructions de services comportant les possibilités d'adaptation aux situations particulières, etc. Il y a lieu d'envisager l'ensemble de la gamme des instruments possibles avant de figer la forme juridique que la réforme considérée devra revêtir. La pratique consistant à faire l'économie de cette étape en rédigeant d'emblée un avant-projet de texte et en le soumettant à la concertation et aux consultations n'apparaît jamais comme une bonne méthode. Le projet subira immanquablement des modifications substantielles ou des alourdissements qui ne peuvent que nuire à la clarté et à la cohérence de son contenu juridique. 8e question, qui réalise alors cette étude d'impact? La réalisation de l'étude d'impact appartient naturellement aux porteurs du projet, lorsqu'il s'agit par exemple d'un ministère. La première phase de l'élaboration d'une étude d'impact est celle du cahier des charges. Par exemple, le ministère porteur du projet doit prendre la tâche du secrétariat général du gouvernement pour lui transmettre un document d'orientation qui présente la nature de la forme envisagée et le type d'incidences qui peuvent en résulter. Sur cette base, le secrétariat général du gouvernement élabore conjointement avec les services concernés un cahier des charges. Le secrétariat général du gouvernement est un organe qui peut s'appeler autrement en fonction du pays. Ça peut s'appeler, ça peut être peut-être ailleurs. Cette compétence peut échoir au secrétariat général de la présidence de la République, comme au secrétariat général du Premier ministère. Tout dépend de la réalité institutionnelle du pays. Cet organe centralisateur du travail normatif du gouvernement doit être consulté, associé à tout processus de production normative de type gouvernemental. Et le cahier des charges va donc prévoir 1. Le schéma retenu pour la préparation d'études d'impact. Réalisation directe par les services préparant le projet de texte, constitution d'un groupe de travail ministériel ou interministériel, mission confiée à un corps d'inspection, recours à une personnalité qualifiée indépendante ou à une équipe de recherche universitaire, etc. 2. Le recensement des informations déjà disponibles ou en cours d'élaboration, les rapports, les études, les statistiques, visant tant le diagnostic que les options envisageables. Inversement, sont recensés les éléments qui appelleront une recherche ou des travaux complémentaires. 3. Les contributions qui seront nécessaires de la part d'autres ministères ou d'organismes extérieurs. On voit donc que l'étude d'impact doit suivre une méthodologie. Le projet d'étude d'impact est ensuite communiqué pour observation aux autres ministères. Cette diffusion est opérée par les soins de l'organe responsable, ça s'appelle donc le secrétaire général du gouvernement, qui en règle générale prend l'initiative d'une réunion interservice, ou s'appelle le secrétaire général de la présidence, peu importe, il y a un organe qui est prévu pour ça. Si un ou plusieurs autres ministères se trouvent en désaccord avec certains développements, il leur appartient de proposer une rédaction ou des chiffrages alternatifs, accompagnés d'un argumentaire détaillé. Cette phase interservice doit intervenir avant la tenue des premières réunions interministérielles et sur le projet de loi de façon à pouvoir éclairer utilement les débats et éviter d'encombrer ces réunions avec des considérations de nature plus technique que politique. Le contenu de l'étude d'impact sera ensuite complété ou ajusté par le ministère porteur du projet en fonction des arbitrages rendus par le chef du gouvernement sur le contenu du projet de loi. Un contrôle de la conformité de l'étude d'impact au regard des exigences organiques est assuré avant transmission du rapport de loi aux instances consultatives. Ça peut être la Cour constitutionnelle, ça peut être la Cour suprême, en fonction de ce que dit le droit interne. 9e question, que contient cette étude d'impact? Que contient cette étude? Le format de l'étude varie selon l'importance de la réforme envisagée. À la difficulté de la matière et à l'importance des impacts qui en résulteront
pour les citoyens, pour les entreprises. Pour l'essentiel, l'étude d'impact expose les motifs du recours à une nouvelle norme, définit les objectifs poursuivis dans le projet normatif, recense les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles, rend compte des consultations menées, procède à l'évaluation des incidences de toute nature de façon globale, mais aussi par catégorie de personnes physiques ou morales concernées et pour les différentes administrations concernées. Afin, s'attache à spécifier les conditions de mise en œuvre de la réforme dans le temps et dans l'espace. 10e question. Comment se fera l'application dans le temps et dans l'espace du nouveau dispositif? Il faut y penser. Il ne suffit pas d'adopter un nouveau dispositif. Comment il va intégrer le corpus normatif et les dispositifs institutionnels existants? Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais sauf pour certaines décisions administratives individuelles, leur entrée en vigueur est subordonnée à des mesures de publicité, voire de notification. Les principes sont qu'une loi ou un règlement qui n'a pas été publié ne peut servir de base légale à d'autres actes, que l'administration doit statuer dans les formes et selon la procédure prescrite par les lois et règlements en vigueur à la date de sa décision. Enfin, que la légalité d'une décision administrative, notamment quant à la compétence de son auteur, s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est prise. Il est cependant admis que des mesures réglementaires soient prises pour l'application d'une disposition existante, mais non encore publiée. Dès lors que ces mesures n'entrent pas elles-mêmes en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable au tiers. Il en est ainsi possible de préparer et de signer un texte d'application de dispositions non encore publiées. Mais l'entrée en vigueur de ce texte ne pourra intervenir au plus tôt qu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions dont il fait application. La loi, si elle existe dès sa promulgation, entre en vigueur en application de l'article 1er du Code civil, le lendemain de sa publication au journal officiel. Les actes réglementaires et assimilés se distinguent des actes individuels qui produisent leurs effets dès leur signature lorsqu'il s'agit d'actes favorables aux intéressés tels que les actes conférant des droits. Je vous renvoie à une jurisprudence du Conseil d'État français, l'affaire Delematé de 1952. L'auteur d'une norme réglementaire, comme le législateur, est, en principe, libre de décider explicitement en fonction des considérations d'opportunité que la date d'entrée en vigueur de la norme sera postérieure à la date qui résulterait des règles de droit commun. Toutefois, un texte législatif ou réglementaire atténuant une sanction ou la supprimant doit en principe être d'application immédiate. Le droit en vigueur avant la publication des nouvelles normes peut être maintenu pour certaines situations juridiques. Le nouveau texte peut également fixer des règles définissant un régime temporaire destiné à faciliter la transition. Ainsi, un texte législatif ou réglementaire est en principe applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire du pays. Dans certains cas, il peut apparaître utile, voire nécessaire, d'aménager le champ d'application territorial du texte. En tout état de cause, cette question doit être systématiquement examinée lors de la conception de celui-ci, spécialement en ce qui concerne son application à un territoire donné. Il faut donc se poser ces 10 questions que je viens de soulever avant de procéder à une codification ou à une réforme juridique. Nous abordons donc le 4e chapitre de ce séminaire, chapitre 4, principe de codification. Chapitre 4, principe de codification. Essentiellement fondé sur une consolidation, une meilleure organisation des normes existantes, la codification tend à faciliter l'accessibilité et l'intelligibilité des règles de droit. Elle permet de créer un document unique dans une matière du droit, le code, qui est composé d'une partie législative et d'une partie réglementaire. De rassembler les normes dispersées législatives ou réglementaires qu'elle coordonne pour les rendre cohérentes et accessibles à travers un plan stratégique,
clarifier le droit et l'actualiser en abrogeant les textes obsolètes, incompatibles ou contraires à la Constitution, aux engagements communautaires ou internationaux, mettre en évidence les lacunes du système juridique et préparer les réformes nécessaires. Quant aux méthodes de codification, c'est la sélection et l'organisation des dispositions regroupées dans un code doivent reposer sur des choix cohérents et aboutir à un instrument à la fois utile et maniable. Sont donc à éviter les codes rassemblant des dispositions qui n'ont pas véritablement de lien entre elles, ceux dont l'intitulé serait trompeur au regard de leur contenu, ainsi que ceux dont le volume serait excessif ou au contraire trop limité. Une fois le code réalisé, le périmètre et l'économie générale qui ont été initialement retenus doivent être respectés dans l'intérêt même des praticiens et pour ne pas encourir des reproches justifiés. La codification ne doit pas conduire à un bouleversement permanent de la classification du droit et donc des codes. De même, il est déconseillé de renuméroter les articles pour en insérer d'autres. Le plan du code doit traduire une organisation du droit adaptée au projet et à l'usager. Sont généralement regroupés en début du code les grands principes généraux qui inspirent la législation en cause, les règles relatives à l'organisation et aux institutions, ainsi que les dispositions communes au régime faisant l'objet des livres suivants. La division habituelle est en livres, titres, chapitres, au maximum 9 en raison de la numérotation décimale. Cette organisation commande la numérotation des articles, un article figurant dans le chapitre et un chapitre dans le livre, etc. Certains codes particulièrement volumineux comportent une division initiale en partie. Cette solution peut être donc utile car elle offre ultérieurement une plus grande souplesse de structure et facilite la maintenance du code. De surcroît, elle permet de répondre au développement parfois plus volumineux de la partie réglementaire. Le parallélisme entre les parties législatives et réglementaires du code, c'est en principe la règle. Le plan dans toutes ces divisions et subdivisions se construit en partant des dispositions législatives de manière à ce qu'une numérotation homogène entre ces parties soit conservée. Ainsi, le plan doit être strictement identique entre la partie législative et la partie réglementaire pour ce qui concerne les niveaux commandant la numérotation. Donc, à l'exclusion des divisions inférieures au chapitre. Néanmoins, l'homothétie ne peut être parfaite. Aussi, en l'absence de dispositions législatives, il conviendra par exemple d'indiquer le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives et inversement. On prendra soin de n'énoncer qu'une règle par article. Mieux vaut recourir à plusieurs articles qu'à des articles trop longs ou risquant de devoir, à raison de l'évolution ultérieure du droit, comporter de nombreuses subdivisions. S'agissant des dispositions relevant du domaine exclusif des lois de finances, dès lors qu'elles sont soumises par la Constitution et par la loi organique à des règles particulières de discussion et d'adoption, il est de bonne méthode de préférer la technique du renvoi à celle de la codification directe. Les renvois. Le codificateur est souvent conduit à procéder à des renvois, soit au sein d'un même code, soit entre des codes différents, soit à des lois non codifiées, soit à des textes internationaux traités aux conventions. La technique dite du code pilote et du code suiveur était autrefois appliquée lorsqu'il apparaissait nécessaire de reproduire le même texte dans deux codes. Le code suiveur reproduit les dispositions du code pilote en faisant précéder d'une mention ainsi rédigée. Les règles relatives à sont fixées par les articles du code ci-après reproduits. Suivant le texte du code pilote en caractère italique, la modification de l'article suiveur n'était pas nécessairement en cas de modification de l'article pilote, dès lors que le texte de codification d'origine avait prévenu cet ajustement automatique. Dans la pratique, l'utilisation de ce dispositif s'est toutefois avérée lourde, difficile à maîtriser et à tenir à jour et donc source d'erreurs. Par conséquent, sauf cas exceptionnel, il convient d'éviter le recours à cette technique. Il est de loin préférable, en règle générale, de veiller à une juste répartition des textes entre les codes et au besoin de recourir à la technique plus simple du renvoi sans citation à un titre, à un chapitre, à un article d'un autre code, puisqu'il peut y avoir des évolutions dans ce code. Via maintenant ces codes,
la cohérence, la structure, voire le périmètre d'un code peuvent être rapidement mis en péril si les auteurs de ces modifications méconnaissent les règles techniques de la codification. Par exemple, en donnant un nouveau chapitre dans le code ou en faisant une nouvelle numérotation non orthodoxe, ce qui introduit un désordre dans la numérotation des articles. Le souci d'éviter donc la déstabilisation de l'usager des codes doit conduire aussi à ne pas rechercher systématiquement à combler le vide laissé par l'abrogation d'articles en rénumérotant les suivants. C'est une question de mesure et de perfectionnisme qui conduirait à multiplier les numérotations glissantes qui seraient une gêne considérable pour le lecteur. En toute hypothèse, la maintenance des codes implique une veille permanente pour veiller à l'actualisation des jeux de renvoi organisés entre les textes. Le pilotage de l'activité normative. Compte tenu de la grande dispersion de la production normative, une structure unique et centrale de coordination compétente pour chaque ministère et pour l'ensemble des ministères placés sous l'autorité d'un fonctionnaire chargé de la qualité de la réglementation doit maîtriser la vision d'ensemble des échéances et connaître l'état des textes à leurs différents stades d'élaboration. Simultanément, chaque service producteur de normes doit avoir une connaissance suffisante des diverses contraintes qui jalonnent le parcours interne. Le respect des échéances, les priorités politiques, les questions liées à l'adoption, par exemple, des ordonnances, la nécessité de procéder à des consultations préalables obligatoires, la réalisation d'une étude d'impact dès lors qu'un projet de loi est élaboré, etc. Pour me résumer, il est nécessaire que chaque administration, chaque ministère porteur d'un projet puisse respecter ces règles et être dans un dialogue constructif avec les autres départements ministériels pour éviter, comme on le voit dans certains cas aujourd'hui, que ne s'amoncellent des normes, la flambée des normes, et on voit très bien que cette flambée de normes pose un problème d'effectivité et d'efficacité des normes. Des droits qui sont proclamés ici sont restreints là, des restrictions qui sont posées ici ne sont pas prises en compte dans tel autre texte, etc. etc. D'où l'on assiste à une complexité croissante de la structure juridique interne protectrice des droits de l'homme. Il est donc important, pour mieux assurer l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des droits de l'homme, de clarifier le système juridique interne, de bien préciser les passerelles, les articulations entre différentes normes et de faire de telle sorte que le recours à une nouvelle norme ne soit qu'exceptionnel dès lors que l'étude d'impact indiquée ici ait démontré la nécessité d'une telle production normative. Chapitre 5, regardons les règles techniques de l'écriture normative, la rédaction. Chapitre 5, syntaxe, vocabulaire, sigles et signes. La rédaction d'un projet de texte ou des documents qui l'accompagnent, par exemple l'exposé des motifs, rapport de présentation, étude d'impact ou notice, doit être clair, sobre et grammaticalement correct. La langue officielle, il convient de n'employer que des termes appartenant à la langue officielle. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est à prohiber. Les termes latins doivent, dans les mêmes conditions, être évités, y compris ceux appartenant au langage courant. Il en va ici des expressions comme in fine, in situ, a contrario, ex nihilo, de jure ou cursus, qui trouvent une traduction aisée dans la langue officielle, dans les différentes langues officielles. Cette règle n'est toutefois pas sans exception, si le terme latin est difficilement traduisible. Par exemple, une amnistie à raison du quantum ou de la nature de la peine. De même, a priori ou a posteriori sans action, ainsi que référendum ou alinéa gardent toute leur place. Il y a lieu également d'éviter des anglicismes, par exemple, lorsqu'on fait un texte en français, tel emploi du verbe présumer ou supposer, impacter, affecter, générer ou engendrer. Donc, le temps est aussi un aspect, un élément important. En règle générale,
les verbes sont à conjuguer au présent de l'indicatif et non au futur. Ce présent a une valeur impérative. Par exemple, à propos d'une évaluation qui doit avoir lieu au terme d'une expérimentation, on n'écrit pas « il sera procédé à une évaluation », mais on écrit « il est procédé à une évaluation ». Il n'y a pas lieu, sous prétexte de renforcer le caractère impératif d'une norme, de recourir au mot « doit ». Le simple présent d'indicatif du verbe principal suffit. Exemple, on n'écrit pas « les fédérations sportives doivent transmettre cette information aux ligues professionnelles ». Il faut simplement écrire « les fédérations sportives transmettent cette information aux ligues professionnelles ». Lorsque des dispositions sont insérées dans un corps, ce qui est advenu, un cas de figure le plus courant, elles doivent revêtir le caractère intemporel de celui-ci. Par suite, on n'écrit pas « il est créé une commission nationale de, chargée de ». Non. On écrit « la commission nationale est chargée de ». Quant à la ponctuation, la publication de textes à la ponctuation défectueuse suscite des incertitudes, des problèmes d'interprétation sur le sens à leur donner et fait donc courir le risque contentieux. La présence ou l'absence d'une virgule peut ainsi modifier le sens d'un texte. Il n'est pas équivalent d'écrire que sont publiés au journal officiel les décrets et les autres actes pour lesquels une loi ou un décret le prévoit, ou les décrets et les autres actes, virgule, pour lesquels une loi ou un décret le prévoit. Dans le premier cas, tous les décrets doivent être publiés au journal officiel. Dans le second cas, ceux pour lesquels une loi ou un décret le prévoit. Les règles suivantes doivent donc être toutes particulièrement respectées. Sauf incident situé avant, entre virgules, on ne fait pas précéder d'une virgule une conjonction de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car, qui précisément a pour objet de relier deux membres de phrase. On ne place pas de virgule après ces mêmes conjonctions, sauf s'il s'agit d'une incident entre virgules. Il n'y a pas lieu de déroger aux règles de ponctuation traditionnelles dans la rédaction des textes. La question de la féminisation dans la production des normes. Les orientations en matière de féminisation des noms de métiers, fonctions, grades, outils doivent être scrupuleusement respectées. Il est rappelé que lorsqu'il fait référence dans les visas ou dans l'article d'exécution d'un texte normatif à la responsabilité de tel ou tel ministre, comme rapporteur du texte ou comme chargé de son exécution, il y a lieu, si le ministre en fonction au moment de la signature du texte est une forme, d'écrire la ministre. Par contre, dans le corps du texte, lorsqu'il est question du ministre, c'est la fonction qui est en cause, et non la personne qui l'exerce temporairement, de sorte qu'il est lieu de recourir au genre masculin qui a valeur générique. Par exemple, dans le cas d'un décret, on va écrire sur le rapport du ministre des Affaires sociales et de la ministre du Commerce. Okay? Par contre, à l'intérieur du texte, on va dire le ministre chargé de la Sécurité sociale et le ministre chargé du Commerce fixe par arrêté. Parce que là, il s'agit de la fonction et non de la personne du ministre. 4. Les questions de toponymie et de typographie. L'emploi des noms d'objets géographiques, cours d'eau, lieux habités, régions, pays, voies de communication, soulève un ensemble de questions. Il convient en particulier de veiller au respect de la règle selon laquelle l'article défini présent dans un certain toponyme suit les mêmes règles d'accord de morphologie et d'omission que celui des noms communs. En particulier, la contraction de l'article masculin ou pluriel avec A ou de le précédent appliqué à tous les noms communs s'applique aussi aux noms communs. On écrira ainsi la commune, du, tout que par exemple, et non la commune de. Des règles très strictes s'imposent en matière de présentation typographique des textes. Il faut donc les respecter et faire appel à un spécialiste. Les dispositifs législatifs et réglementaires sont composés d'articles numérotés qui peuvent être subdivisés en paragraphes. Dans le corps des lois et des textes réglementaires, les textes d'articles figurent au-dessus du dispositif de manière centrée. Le mot article est, quel que soit le rang de l'article, écrit en toutes lettres, au long. Il est suivi d'un numéro exprimé en chiffres
arabe qui est suivi, le cas échéant, d'une lettre en capitale ou d'un élément de numérotation latine. Cet ensemble est composé en gras et en romain, à l'exception des éléments de numérotation latine qui sont en italique. Il n'est suivi d'aucun signe de ponctuation. Ça, souvent, on le voit. Les alinéas et les paragraphes. Les paragraphes, donc les divisions de l'article, précédé d'un signe, se terminent par un point, sauf dans les cas de 1, 2, 3, par exemple, alinéa A, B, avec les virgules, faisant partie d'une énumération annoncée qui s'achève alors par des points, virgules, à l'exception du dernier élément de l'énumération. Les alinéas s'achèvent par un signe de ponctuation, point, point, virgule, conformément aux usages syntaxiques. Un alinéa qui réécrit seulement le début d'un texte s'achève de la manière suivante. Le reste sans changement. À la fin d'un alinéa, le guillemet se met après un point, 2 points ou un point virgule. Lorsque le texte rédigé doit comporter une ponctuation, mais avant, si celle-ci existe déjà dans le texte modifié ou s'il n'y a pas lieu de l'insérer. Chaque alinéa d'un ensemble d'alinéas insérés ou rédigés, sauf le dernier, s'achève sans guillemets, afin de montrer que les alinéas se suivent et font partie du même ensemble à l'exclusion de tout autre. Les sigles, les acronymes et les abréviations. Quoique prohibés, les sigles se rencontrent parfois dans les textes. Il convient alors de les présenter en capitale sans signe de ponctuation. Par exemple, lorsqu'on écrit ONU, on ne met pas des points entre O et entre ON et entre N et U. Les abréviations sont rares dans les textes de loi, elles sont toutefois systématiques pour les têtes d'articles insérées ou substituées à des articles préexistants figurant au début d'alinéa. Par exemple, on écrit article, on met ART.2. Pour mettre article 2. Dans le corps des textes, il est préférable, pour limiter les risques d'erreur, de composer en toutes lettres, au long, les unités de mesure. Cette recommandation ne vaut toutefois pas pour des tableaux dans lesquels, pour les raisons de présentation, l'emploi des abréviations est systématique. C'est par exemple les expressions pour cent ou pour mille s'écrivent de manière abrégée avec le signe pour cent ou pour mille, et non sous la forme de P.100, P.1000. On verra donc à ne pas écrire par exemple le premier alinéa ni l'alinéa 1 au lieu de le premier alinéa, et à proscrire dans les lois et décrets l'usage d'abréviations, de mots en parenthèse, de notes en bas de page, etc. On va pas mettre de notes en bas de page dans un texte de loi ou dans un texte réglementaire, etc. Quant aux sommes et aux nombres, en règle générale, les sommes sont composées en totalité en chiffres. Les nombres précédant les unités de mesure et évaluation d'une population sont composés en chiffres. Les dates et les horaires sont composés à l'aide des chiffres. Chapitre 6, termes et locutions juridiques. Les termes utilisés doivent être appropriés, exacts, techniquement et juridiquement. Les mots empruntés au langage juridique ou au vocabulaire technique doivent être employés dans leur sens précis. Le corps des règles de droit appliquées est fait d'un ensemble de termes qui ont souvent une origine lointaine et ont acquis au fil du temps une acception très précise qu'il convient de respecter. Il convient pour cela d'éviter d'utiliser un terme pour l'autre. Il ne faut pas confondre conformité avec compatibilité. Ce ne sont pas des synonymes. Pour un établissement public, les notions de tutelle et de rattachement n'ont pas la même signification. Suspendre un délai ou l'interrompre ne sont pas équivalents. Les expressions créance sodée et créance apurée n'ont pas exactement le même sens. Lorsqu'il s'agit de citer le contenu d'un texte ou d'en analyser la portée, il y a lieu de se référer aux dispositions de ce texte et non au texte lui-même, qui ne constitue que l'enveloppe des dispositions en cause. Dire ainsi, conforme aux dispositions de l'article X, ou les dispositions de l'article X au terme desquelles, et non conformément à l'article X ou à l'article X au terme duquel. 1. En ce qui concerne les termes juridiques, il convient d'éviter le recours à des termes passe-partout, comme les verbes concernés, qui peut être avantageusement remplacé lorsqu'il est employé au participe passé par intéressé ou en cause, ou lorsqu'il est employé au participe présent par relatif à. Effectuer
qui peut trouver un grand nombre de substitutifs, on effectue en principe que l'une des 4 opérations, addition, soustraction, division, multiplication. Décliner, on décline un verbe, mais pas une règle. L'abus d'adverbes ou de certaines locutions, qui bien souvent n'ajoutent rien au texte. Il est inutile de dire « il est rigoureusement interdit ». Ça ne sert à rien, il faut dire « il est interdit ». C'est suffisant. Plutôt que « dû au fait que » ou de manière que dire « dû à » ou « pour ». On peut souvent remplacer au niveau de ou au plan de « pardon ». L'adjonction sans discernement des termes pseudo-juridiques, souvent jargonneux, qui donne au texte l'allure un peu surannée du langage juridique, sans que cela ne renforce nécessairement la clarté du texte. Ainsi, du qualificatif « le dit décret », la dite mesure, le mot « notamment » demande une particulière vigilance, car il est susceptible d'usages multiples qui ne sont pas toujours appropriés. L'élocution. La locution, au sens de, est couramment utilisée pour marquer les limites de la portée d'une règle ou d'une qualification. Elle sert à montrer que cette règle ou cette qualification se limite strictement au cas en cause. Il convient de ne pas abuser de cette facilité. La locution, le cas échéant, elle signifie que la règle énoncée ne trouve à s'appliquer que si certaines conditions circonstances sont réunies. Elle n'est pas synonyme d'éventuellement. Locution ou adverbe servant à l'articulation des textes entre eux. Diverses locutions juridiques sont utilisables pour préciser ces conditions, telles sans préjudice, nonobstant, sous réserve, par dérogation, toutefois, encore convient-il de les utiliser dans leur sens précis. Les locutions sans préjudice. Sans préjudice signifie que la règle qui va être énoncée est sans incidence sur l'application d'une autre règle qu'on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s'appliquer également. Elle est synonyme de indépendamment de. La locution sous réserve. La portée de la locution sans préjudice est à distinguer de celle de sous réserve, qui indique l'ordre de prééminence entre deux dispositions en conflit, soit qu'elles appartiennent à deux textes différents, soit qu'elles se situent à l'intérieur d'un même texte. La disposition ne joue que lorsque le texte réservé ne trouve pas à s'appliquer. Le mot nonobstant, il signifie que la règle qui va être énoncée s'impose sans que d'autres règles existantes puissent y faire obstacle. Nonobstant toute disposition contraire. Nonobstant les dispositions de l'article 2. La locution par dérogation précise que l'adverbe nonobstant, car elle indique la disposition à laquelle on entend spécifiquement déroger. Par exemple, par dérogation aux dispositions de l'article X, par dérogation aux dispositions du présent décret. Le mot toutefois apporte une restriction à la portée d'une disposition et annonce un régime distinct. Chapitre 7, modification et insertion des textes. Il est devenu très rare qu'une loi ou un décret intervienne dans un domaine qui n'est pas couvert par des dispositions antérieures relatives au domaine. Aussi, la plupart des textes normatifs procèdent-ils aujourd'hui par modification, insertion et abrogation. Le développement du champ de la codification accentue cette tendance. Les textes nouveaux ont en effet souvent vocation à s'intégrer dans un code, dans un cadre juridique, même s'ils édictent des règles complètement nouvelles, car les codes sont par définition des structures d'accueil évolutives de leur contenu. De manière générale, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires doivent être prises, il convient de rechercher dans quel support préexistant elles pourront s'intégrer. Code ou à défaut loi ou décret traitant de la même matière. Il y en a en effet un double avantage à incorporer les nouvelles règles dans un texte existant. Le rapprochement des règles anciennes et nouvelles permet de limiter les risques d'erreur, les contradictions et double emploi et conduit à plus de cohérence et de clarté. Il y a donc une nécessité de modifications par rapport au but poursuivi. Des modifications trop nombreuses et trop fréquentes des textes existants rendent l'accès au droit plus difficile et compliquent le travail des praticiens. Elles sont source d'erreurs et compromettent la bonne application des règles. Aussi faut-il observer en la matière un principe d'économie.
consistant à ne procéder qu'aux changements et réécritures vraiment utiles au regard du but que l'on poursuit. En premier lieu, on évitera de reprendre complètement un texte ou une partie du texte si on ne lui apporte que des changements limités. On préférera en ce cas-là procéder aux seules modifications, insertions et suppressions nécessaires. Cette façon de faire conduit à un texte modificatif moins lisible, mais plus bref et présentant l'avantage de faire apparaître clairement les changements apportés. La réécriture d'ensemble d'un texte ou d'une partie du texte ne se justifie qu'en cas de modification et insertion suffisamment nombreuses et substantielles, ou dont la présentation est complexe. De même, il y a lieu de s'abstenir, sauf exception justifiée, d'apporter au texte des modifications touchant seulement à la typographie, par exemple lorsqu'il faut changer les virgules, l'italique ou à la ponctuation. Ce n'est pas nécessaire de modifier tout un texte. Quant aux techniques de rédaction, le texte à modifier est strictement celui qui est en vigueur. On doit donc travailler sur la rédaction consolidée et à jour du texte compte tenu des modifications successives qui ont pu lui être déjà apportées en prenant soin de n'en mettre aucune. On ne modifie en revanche jamais un texte modificatif sans le support de dispositions qui se sont incorporées dans les textes modifiés. Il est souvent nécessaire de procéder dans un même texte à la modification de plusieurs textes existants afin d'éviter toute confusion. La bonne solution est alors de réserver une division. Chapitre, titre, chapitre, article, du texte à modifier en chacun des textes modifiés. Le verbe abroger est à réserver au texte et à ses divisions. Il est nécessaire de désigner avec précision la partie du texte que l'on supprime ou l'on veut remplacer. L'insertion. L'insertion veut dire, lorsqu'on insère des dispositions nouvelles dans un texte existant, il importe de choisir avec soin l'emplacement de cette insertion, en respectant la logique interne du texte que l'on modifie. Il faut également se préoccuper des conséquences en chaîne que peut avoir une insertion de dispositions nouvelles dans un texte qui existe déjà. Il faut donc savoir que toute insertion a des conséquences sur l'ensemble du texte. Quant au renvoi au droit positif, le recours à la méthode consistant à se référer pour la définition d'une règle nouvelle à des dispositions existantes est souvent inévitable et la plupart du temps souhaitable. Cette méthode permet de déterminer le champ d'application et le contenu de la règle nouvelle en réduisant l'incertitude juridique qui pourrait résulter de la juxtaposition de textes traitant des situations similaires. Elle évite aussi la répétition des dispositions dont il est souhaité faire application et permet ainsi d'alléger le nouveau texte. Toutefois, le renvoi à d'autres textes utilisés à mauvais escient ou de manière trop systématique peut comporter des risques pour l'intelligibilité et la clarté de la règle de droit. Du fait de ces risques, on observera les règles suivantes. Renvoi entre textes de même niveau. En principe, le renvoi ne peut avoir lieu qu'entre textes de même niveau. Une loi organique ne peut renvoyer pour définir, par exemple, son champ d'application à une disposition législative ordinaire existante. Il en va de même d'une loi à l'égard d'un décret ou d'un décret à l'égard d'un arrêté. Sans à éviter le renvoi à des dispositions qui procèdent elles-mêmes à des renvois, car la multiplication des renvois au sein d'un même article ou les renvois généraux du type sauf disposition législative contre laquelle le renvoi destiné à préciser le champ d'application d'une règle au regard d'autres dispositions. La technique du renvoi utilisée pour préciser le champ d'application d'une règle au regard d'autres dispositions fait appel à des expressions qui ont un sens précis. Par exemple, par dérogation, sous réserve, sans préjudice de... On prend garde de s'assurer dans leur emploi de la parfaite articulation entre les textes envisagés et les textes auxquels il est renvoyé. Quelle dérogation précise souhaite-t-on apporter à celui-ci? N'y a-t-il pas lieu de préciser ou de remplacer certains termes pour que le renvoi ait un sens?
renvoie à un régime juridique ou renvoie à des articles. Les renvois à un régime juridique défini de manière littérale sont, lorsqu'ils sont possibles, préférables à des renvois à des articles ou à des divisions qui peuvent être ultérieurement modifiées, déplacées ou abrogées, sans qu'il en soit tenu compte dans les textes qui s'y réfèrent. Renvoi par une loi à des textes réglementaires. Juridiquement, il n'est pas nécessaire qu'une loi renvoie à des décrets d'application pour que ceux-ci puissent être pris. Le pouvoir réglementaire est même tenu de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires à l'application d'une loi, que celle-ci ait prévu ou non l'intervention de telles mesures. Toutefois, beaucoup de lois comportent des renvois exprès à des décrets d'application. Ces renvois peuvent présenter l'intérêt d'attester d'une réflexion préalable sur les mesures d'application de la loi et de faciliter en pratique leur préparation et leur suivi. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de renvois. Le choix des textes d'application. Dans toute la mesure du possible, la liste des textes d'application et leur contenu, ou au moins les grandes lignes de celui-ci, doivent être déterminées au moment où sont préparées les dispositions législatives que ces textes ont pour objet d'appliquer. Cette liste doit figurer au sein du document d'étude d'impact associé au projet de loi. Cette conception d'ensemble s'avère indispensable pour faire le départ entre ce qui relève du législateur et ce qui relève du pouvoir réglementaire. Choisir la nature des textes d'application qui seront pris. Respecter les choix existants lorsque, comme c'est fréquemment le cas, la disposition législative a pour objet de modifier une autre disposition législative, souvent codifiée, qui a elle-même prévu des textes d'application. Quant aux abrogations, les textes législatifs et réglementaires restent applicables tant qu'ils n'ont pas été abrogés, même s'ils sont tombés en désuétude, c'est-à-dire sont restés inappliqués pendant une longue période, et même en cas d'usage contraire, à moins que les textes nouveaux ne procèdent explicitement à leur abrogation, ou ne soient jugés incompatibles avec eux. L'abrogation d'une loi peut résulter d'une déclaration d'inconstitutionnalité, par exemple. L'abrogation par un nouveau texte résulte normalement d'une disposition explicite de celui-ci. Mieux vaut éviter de tabler sur une abrogation implicite ou sur la formule « toute disposition contraire sera abrogée », laquelle se borne à rappeler le mécanisme de l'abrogation implicite. Mais on ne sait pas quelles sont ces dispositions contraires qui sont abrogées. En réalité, cette façon de faire traduit bien souvent une méconnaissance de l'état exact du droit ou une analyse insuffisante de celui-ci qui augure mal de l'application de la règle future. On verra donc, particulièrement, lors de la conception d'un texte, à abroger explicitement celles des dispositions auxquelles le nouveau texte doit se substituer, qui auront été exhaustivement recensées au préalable. Parvenus au terme donc, de cette présentation, nous pouvons dire en conclusion que la rédaction juridique est nécessaire pour l'effectivité et l'efficacité des lois. La maîtrise des techniques de conception et de rédaction des textes, le respect des principes juridiques qui les inspirent, sont des conditions nécessaires de tout effort d'amélioration de l'efficacité, de la sécurité juridique et de l'intelligibilité de la règle du droit. Ces exigences sont justifiées par les principes de sécurité et de prévisibilité du droit, ainsi que par celui de la protection contre l'arbitraire et la séparation des pouvoirs. Par ailleurs, la nécessité d'une bonne gouvernance implique un minimum de clarification et de rationalisation du droit. Dès lors, ne faire que les textes nécessaires, bien conçus, clairement écrits et juridiquement solides, telle est l'ambition et l'objet de l'ensemble des règles, principes et méthodes qui doivent être observées dans le cadre de la rédaction juridique. Je vous remercie pour votre aimable attention.